Alors nous allons commencer cette formation de 7 jours par les bases. Souvent on revient aux origines et j'aimerais qu'on revoie ensemble tout d'abord ce qu'est la géobiologie. La géobiologie, c'est 3 mots. Géo, bio et logie. Géo pour la terre, bio pour la science, pour la vie, et logie pour la science. Littéralement, c'est la science de la vie et de la terre, le SVT, qu'on connaît au collège ou au lycée. Dans la géobiologie spirituelle, on va dire, la géobiologie, comme Wikipédia le dit, pseudo-scientifique, c'est la définition suivante. C'est l'étude de l'influence de l'environnement sur les êtres vivants. Êtres vivants au sens large, bien sûr, plantes, animaux et êtres humains. Donc, comprenez par là que l'environnement dans lequel nous mouvons a quelque chose qui vient pénétrer dans notre corps et soit nous mettre dans des grandes fatigues, dans des états émotionnels délicats, voire même peut nous faire tomber malade. Voilà ce qu'est la géobiologie aujourd'hui, du point de vue pseudo-scientifique. Mais depuis quelques années, la géobiologie est aussi un terme dit scientifique. 2 définitions sont dans le dictionnaire aujourd'hui. La première, je ne la connais pas par cœur, c'est un champ interdisciplinaire de recherche, scientifique bien sûr, qui explore les interactions de la biosphère, de la lithosphère et de l'atmosphère. Elle est très intéressante, cette définition, parce qu'elle montre que la science dite officielle s'intéresse en effet à ce que l'environnement émet sur ceux qui y vivent et les potentielles conséquences. Mais elle est scientifique. Il y en a une deuxième, c'est inversé sur le PowerPoint derrière. Donc la deuxième définition intéressante et dite scientifique de la géobiologie, c'est celle-ci. La géobiologie étudie les rapports entre l'évolution géologique de la Terre, bien sûr, et celle des organismes vivants. C'est aussi intéressant, puisqu'il y a une vue plutôt holistique. Toutes les influences géologiques, c'est-à-dire les mouvements des plaques tectoniques, par exemple, pour ne parler que de celles-ci, mais aussi le magma, les éruptions volcaniques, ont eu un impact sur le vivant. Donc, vous voyez que ces définitions scientifiques se rapprochent en effet aussi de la définition géobiologique dite spirituelle. Car nous prenons en compte l'influence de l'environnement sur le vivant. Si on prend ce que Wikipédia dit, c'est que c'est une pseudoscience. Pour des scientifiques, c'est une arnaque. C'est, pour les plus virulents, c'est carrément une secte. Et j'ai envie de dire à tous ces scientifiques ou à ces journalistes qui ont créé des documentaires sur la géobiologie, vous n'avez pas étudié suffisamment votre dossier. Pourtant, les preuves sont faciles à découvrir, elles sont à la portée de tout le monde. La géobiologie est une science qui existe depuis plus longtemps que l'Académie des sciences en France, qui a été créée sous Louis XVI. Donc on va revenir finalement aux bases, aux origines de la géobiologie. Donc nous revoilà sur les origines de la géobiologie. Les plus anciens textes qui parlent de géobiologie, c'est-à-dire des textes que l'on peut identifier, sourcer. Ce n'est pas sorti d'un chapeau,
ce n'est pas sorti d'un gars du New Age, c'est tout simplement la religion hindouiste à ses tout débuts, on ne l'appelait même pas la religion hindouiste mais védique à cette époque-là, c'est ce que l'on appelle le Vastu Shastra. C'est la science de l'architecture. Vastu étant la définition du milieu dans lequel nous vivons, l'environnement, la maison, le lieu, ça a plusieurs sens. Et Shastra qui est le mot sanskrit pour parler de science. Donc la science en effet de l'architecture, c'est comme ça que cela a été traduit. Le Vastu Shastra repose sur l'observation des règles élémentaires de la nature, les règles fondamentales que l'on appelle le Sanatana Dharma. C'est un autre nom pour parler de la religion hindouiste. Ces textes-là, on a la preuve qu'ils ont au moins 1500 ans avant Jésus-Christ, car ils ont été écrits en 1500 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont été bien sûr datés. Mais on peut penser que le Vastu, bien sûr, est beaucoup plus ancien que 1500 ans avant Jésus-Christ, car la religion védique repose sur une science des textes qui ont été transmis oralement. Et ces textes sont au nombre de 4. On a le Sam Veda, on a le Rig Veda, on a le Atharva Veda et on a le Yajur Veda. Ces 4 textes, dans la tradition, il est expliqué que le cosmos, être vivant, a envoyé des messages sur Terre et qu'ils ont été captés par 7 rishis. Les rishis sont un peu des super-héros de la Grèce antique. Voilà, on pourrait les comparer à Hercule, comment il s'appelle, Achille. Voilà, pour citer que ces deux-là. Donc ce sont des super-héros, des semi-dieux dans la religion hindouiste, car ils ont cette capacité de capter une information qui vient du cosmos, à la sentir et à la transformer en message audible, compréhensible pour les êtres humains de l'époque. Cette transmission, selon les hindouistes, elle a 10 000 ans. 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle a aujourd'hui 12 000 ans. Elle est assez belle cette histoire parce que les lois éternelles de la nature, appelées Sanatana Dharma, elles mettent en évidence le fait que l'univers est un organisme vivant, interconnecté, interrelié avec les êtres humains. Et autrement dit, c'est la demeure où vivent ensemble l'univers et l'être humain. On pourrait aussi dire que le haut et le bas, où l'extérieur et l'intérieur fusionnent ensemble. On a dans ces textes premiers ce sentiment d'unité. Nous ne sommes pas séparés de quelque chose, nous sommes unis. Nous avons cette sensation de séparation, mais nous sommes unis. Voici ce que expliquent les textes, bien sûr, dans une grande généralité. Je ne suis pas du tout un professionnel de la religion hindouiste, mais en tout cas, dans le message que je souhaite que vous entendiez, c'est que le Vastu Shastra est un texte écrit en 1500 avant Jésus-Christ, qui est sûrement beaucoup plus vieux et qui parle de quelque chose de mystique qui vient de là-haut et qui est amené aux hommes pour créer un environnement où l'extérieur
et celui qui vit à l'intérieur de cet environnement sont heureux, sont en bonne santé, sont en harmonie. Voici ce que le Vastu Shastra propose. Et c'est un enseignement qui est encore aujourd'hui dans certaines écoles proposé. En Inde, le Vastu Shastra, bien sûr, on s'en sert encore. Il est venu en Occident. Il y a des maîtres Vastu Shastra qui proposent d'orienter vos maisons selon les traditions de ces textes. Les vidéos en géobiologie, c'est super, c'est intéressant, théorique. Pour autant, jamais on n'apprendra la géobiologie dans les livres ou dans les vidéos. C'est pour ça que j'ai créé une formation hyper pratique. Venez cliquer sur le lien ci-dessous, vous aurez tout le programme, vous aurez le bulletin d'inscription et vous connaîtrez ce qu'est la géobiologie du Verseau, une nouvelle géobiologie révolutionnaire qui propose d'orienter vos maisons selon les traditions de ces textes. Tiens, regardons ces quelques images avant de passer au Feng Shui. Donc tout ceci là, que vous voyez derrière moi, ce sont des temples indiens qui ont été construits selon les règles du Vastu. Alors, il y a le Mahabalpuram, il y a le Khajuraho, il y a ici le Kalashnath qui est construit à même la montagne. Ils ont creusé dans la montagne. C'est assez incroyable et magnifique. Et puis, bien sûr, le plus connu qui est le Taj Mahal, donc élevé sur les traditions du Vastu Shastra. Donc, le Vastu Shastra, comme je vous ai dit, preuve qu'il a existé 1500 ans avant Jésus-Christ. Mais selon les hindouistes eux-mêmes, en fait, ils auraient des preuves de textes de 5500 avant Jésus-Christ. Ce sont les textes du Vastu Shastra encore, qui auraient été écrits par le forgeron primordial, un des rishis. Il y en avait 7 à l'origine. Et c'est Manamui Mayan qui a écrit le texte du Vastu Shastra, donc le forgeron originel, primordial. 5500 ans avant Jésus-Christ. Mais il y a des textes dans des musées de 1500 avant Jésus-Christ. Vous voyez, on n'est pas sûr, l'histoire que l'on connaît officielle a des petits trous, à des hésitations, bref, ce sont souvent des théories. Ce qu'on est sûr, c'est que 1500 ans avant Jésus-Christ, les religieux hindouistes décident de partir du continent indien et d'aller en Asie pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole. C'est pour ça qu'il y a les textes écrits. Donc ils partent avec leurs petits textes pour aller voir les habitants de l'Asie et commencent à échanger, à coopérer. Et de cette coopération intellectuelle et culturelle serait né le Kanyuchu. Le Kanyuchu, c'est peut-être le fils du Vastu Shastra. Donc, le Kan veut dire la voix du ciel et Yu veut dire la voix de la terre. C'est l'observation, encore une fois, de son environnement pour s'intégrer avec lui en harmonie. Le Kanyuchu aurait comme date de création 1000 ans avant Jésus-Christ. Je dis bien aurait parce que aujourd'hui, vous savez, l'archéologie chinoise ouvre de plus en plus ses portes sur l'Occident et les dernières découvertes, 2022, 2023, même 2024, montrent que des cimetières, des sarcophages, de grands maîtres, empereurs, reflètent l'organisation du Kanyuchu. Sauf que ces
ces cimetières, ces temples voués aux défunts, eh bien, ont au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Alors il est probable que le Kanyuchu est une histoire que nous ne connaissons pas encore et qui soit peut-être aussi vieux finalement que le Vastu. En tout cas, officiellement, le Kanyuchu serait une transcription du Vastu Shastra. Donc après, on a parlé du Kanyu, et là, abordons le Feng Shui. Le Feng Shui serait la petite fille du Vastu Shastra, car quand le Kanyu est arrivé en Asie, de l'Asie, elle est passée en mer pour aller jusqu'au Japon et devenir le Feng Shui qui est la voie de l'eau et du vent. Donc, l'origine, on la connaît, la date serait moins 500 avant Jésus-Christ. Bien sûr, je mets toujours du conditionnel, hein. Nous ne sommes pas sûrs, l'histoire, ce sont des théories qui sont où tout le monde s'accorde plus ou moins. Donc, moins 500 avant Jésus-Christ, le Feng Shui fait apparition dans le Japon et devient ce que nous connaissons aujourd'hui, une science de l'architecture, la voie de l'eau et du vent, car le Feng Shui aborde l'architecture selon l'eau, c'est-à-dire ce qui vient de la terre, les émanations de la terre, et le vent, donc l'émanation du subtil, du non palpable, on pourrait aussi parler du cosmique. En tout cas, l'un et l'autre créent un équilibre plus ou moins agréable ou désagréable pour l'habitant. Le Feng Shui, bien sûr, existe toujours. Donc le Feng Shui est toujours en activité. On s'en sert régulièrement dans les écoles d'architecture. On s'en sert aussi en Occident, mais d'une façon très édulcorée. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Marie-Pierre Dillisinger, une maître Feng Shui. C'est elle que j'ai découvert dans ce documentaire à 2h du matin et qui a contribué finalement à l'être que je suis aujourd'hui. Donc merci Marie-Pierre Dillisinger. Le Feng Shui est toujours en activité comme je vous le disais. Tout d'abord, on peut parler de ce qui est derrière moi, c'est la cité interdite qui est construite selon les règles du Feng Shui. Et les deux lions qui entourent la porte de la cité interdite, avec dans une de ses pattes, vous pouvez le voir ici, la sphère de la connaissance, et l'autre lion, aussi la sphère de connaissance. Alors je me suis trompé, pardon, c'est la sphère de connaissance ici, et ici c'est le lionceau, hein, c'est la mère qui protège sa progéniture, hein, c'est une allégorie hein, pour parler du cosmos hein, qui protège finalement la Terre et ses habitants. C'est une vision tout à fait personnelle. Donc je vous disais, la géobiologie est toujours en activité. Les règles du Feng Shui, même en France, on en parle. Le bâtiment qui est sur l'affiche, ici, c'est France 2, à Paris, devant la Seine. Ici, c'est la piscine d'Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, qui a été construite il y a peu, hein, je crois l'année dernière, selon les règles du Feng Shui, hein, c'est officiel. Vous pouvez aller regarder sur le site d'Issy-les-Moulineaux, qui est très fier de sa piscine Feng Shui. Ce document, excusez-moi, c'est TF1, oui bien sûr, TF1, qui est aussi devant la Seine. Ici vous avez Microsoft, encore devant la Seine. Ici vous avez ST Microélectronique, pareil, devant la Seine. Les points communs. Toutes des entreprises de communication. Et toutes devant la Seine. Le principe même du Feng Shui, c'est
de créer un endroit en lien avec son environnement. Cet endroit, c'est le bâtiment qu'on élève du sol et qu'on va mettre devant la Seine, devant donc un cours d'eau, un fleuve circulant, car l'eau est le symbole, de la prospérité, et en effet, elles sont très prospères, ces entreprises, et 2, c'est aussi le symbole de la communication. Pour quelle raison ces entreprises ont décidé de se mettre à cet emplacement? Et je ne parle pas de choses un peu bizarres, complotistes ou quoi que ce soit. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par Alain Deluzan. Alain Deluzan, donc c'est un très grand géobiologue professionnel et scientifique. Il est intervenu chez Monsieur Bouygues. Et Monsieur Bouygues, qui a fait appel à lui, pourquoi? Est-ce qu'il considère que la géobiologie est farfelue? Est-ce que c'est une pseudo-science? Pour ma part, je pense que, en effet, beaucoup de personnes connaissent la géobiologie, mais comme les extraterrestres, on ne va pas en parler parce que ça fait un peu bizarre. On n'est pas pris au sérieux. Donc, on utilise les règles de la géobiologie, mais on n'en parle pas. Mais je ne vais pas vous parler que de ça, comme preuve. Certains hommes politiques, même s'ils ne le disent pas, vous le savez tous, ont consulté des voyants pour savoir s'ils étaient éligibles, s'ils allaient gagner leurs élections la prochaine fois. Mais on peut même aller plus loin, et je ne divulgue aucun secret en disant cela. François Mitterrand était un spirituel. François Mitterrand a parlé longuement avec Marie de Henzel, qui a écrit un livre sur lui, paix à son âme. Le titre, c'est « Croire aux forces de l'esprit ». Et Mitterrand, François Mitterrand, ne se cache pas de croire en un monde invisible. Alors, pour quelle raison on a besoin de cacher ce que tout le monde croit finalement sans le dire? Le chat noir, la superstition du chat noir, de passer sous une échelle, tout ça, fait partie de nos croyances. Et pourquoi les nier? Qu'il y a quelque chose, peut-être, qui est au-delà de notre existence et qui a une influence dessus. Vous avez envie de vous connecter au champ universel de conscience? Eh bien, suivez le lien ci-dessous. Il y a le programme, le bulletin d'inscription. En quelques clics, vous êtes inscrit. Si vous êtes sceptique, si vous pensez avoir aucun ressenti, eh bien, cette formation est faite pour vous. Tous les élèves qui ont expérimenté la géobiologie du Verseau ont réussi à sentir en quelques jours le lien avec le monde invisible. Alors pourquoi pas vous? Eh bien, fait partie de nos croyances. Et pourquoi les nier? Qu'il y a quelque chose, peut-être, qui est au-delà de notre existence et qui a une influence dessus. Je vais vous montrer cet homme. Cet homme, c'est Yves Rocard, le papa de Michel Rocard, pour ceux qui ont connu Michel Rocard, politicien. Son papa était un scientifique extrêmement reconnu. On peut même le considérer comme le père de la bombe atomique en France. Il a refusé d'appartenir à l'Académie des sciences parce qu'il considérait que des scientifiques qui n'essayent pas le pendule, c'est-à-dire la radiesthésie, en fait, refusent de voir ce que l'environnement a comme influence sur les êtres vivants. Donc là, vous le voyez en train de penduler, cet homme. Mais en allant plus loin, regardez en mai 1963, Science et Vie. Elle titre que la radiesthésie, c'est vrai. Et vous pouvez le retrouver, cet article.
Donc, de là à dire que la radiesthésie, enfin la géobiologie est une pseudoscience, c'est quand même bien mal connaître son sujet. Mais on va continuer. Ce château, c'est le Clos Vougeot. Pour avoir cet excellent vin, il a fait appel à des géobiologues qui ont mis en place toute une série de mesures pour que le raisin donne le meilleur vin possible. Ils travaillent bien sûr en biodynamie, c'est-à-dire avec la lune. Et pas que, bien sûr. Ce château-là, c'est le champagne Dom Pérignon. Pareil, il œuvre en biodynamie, en géobiologie. Ce château, c'est le château Ozone, dans lequel les cuves ont été installées dans des zones dites neutres, pour être sûr que le vin ne soit pas altéré par ce que apporte comme rayonnement délétère la terre sur le vin. Donc, bien loin s'en faut, je pense que dire que la géobiologie est une pseudo-science, c'est bien mal connaître son sujet. Donc on arrive à la fin de la vidéo sur les origines de la géobiologie et son activité encore aujourd'hui en sous-marin. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo sur comment ça marche.